Bon, pas que moi, toute l'équipe qui nous accueille. Bah oui, merci à vous d'être venus. Merci à vous en tout cas d'avoir fait le déplacement jusqu'à Kingersheim. C'est toujours chouette quand on dit que l'Échette c'est pas qu'un restaurant. Du coup, il faut bien faire autre chose que manger ici. Voilà, il ne faut pas que se nourrir l'estomac, donc c'est aussi bien de nourrir le cerveau. Donc c'est chouette que le lieu puisse prendre vraiment sa vocation militante. C'est vrai que quand on m'a proposé cet événement, je me suis dit c'est la fin de la COP26, mais qu'est-ce qu'on en a à faire quoi. Bon, moi j'ai vu, c'est du blabla quoi. C'est Elon Musk qui vient, ou Jeff Bezos, dire c'est super, on va sauver le climat. Bon, en quoi ça nous concerne? Et après non, elle a dit non, ce qu'il faut voir c'est qu'est-ce qui se passe au niveau local. Voilà, comment nos associations rebondissent après la crise ou rebondissent pas. On verra ça dans les débats justement. Et là je dis effectivement là c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. C'est quel avenir pour notre territoire? La COP c'est loin. C'est des décisions internationales qui nous impacteront si elles sont prises, mais bon pour l'instant ça ne prend pas le chemin. Mais qu'en attendant, qu'est-ce qu'on fait nous au niveau local? Et voilà, les chaînes, on a vraiment ce rôle un peu de brasser les associations, de faciliter aussi des rencontres comme celle-ci. Donc on est très content que le lieu et le matériel puissent servir. Sans plus attendre, on va entrer sur le premier sujet. Je laisse ma place. Merci Colline. Sauf moi. Ouais, t'en as au moins un qui n'est pas opposé à tout. Je vous propose de commencer les échanges. Si je vais peut-être passer le micro pour qu'on entende tout le monde. Ouais, merci. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la reconversion de Fessenheim en centrale à hydrogène qu'ils disent renouvelable. Justement, est-ce que là, c'est de l'hydrogène réellement renouvelable? Est-ce que ça fait partie des énergies renouvelables, l'hydrogène? Voilà. Ça, c'était ma première question, donc les centrales à hydrogène. Et ma seconde question, c'est que pensez-vous du décret d'Édouard Philippe, donc ancien de chez Areva, qui, juste avant de partir, a interdit les moulins à eau, les moulins à eau sur lesquels on peut mettre une turbine électrique le long des rivières françaises. Voilà. Merci. Oui, merci pour la question sur l'hydrogène. C'est une très bonne question et ça nous horripile à Alter Alsace Énergie parce qu'aujourd'hui, l'énergie de l'avenir, c'est l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas une source d'énergie, l'hydrogène est un vecteur comme l'électricité. Et aujourd'hui, l'hydrogène est à 90% fossile. C'est-à-dire que c'est de l'énergie fossile qui est brûlée pour faire de l'hydrogène, pour aller ensuite dans des piles à hydrogène. Et nous, on est très fâchés, on est très énervés parce qu'on est en train de réinventer un vecteur, alors que si on avait besoin d'un vecteur gaz, le méthane existe déjà, on sait faire du méthane renouvelable. On sait en faire avec de la méthanisation. On sait aussi en faire à partir d'électricité, c'est-à-dire qu'on peut faire de la méthanation, où on transforme de l'électricité en méthane, et on a déjà les réseaux de méthane, et on a déjà des centres de stockage de méthane. Donc aujourd'hui, le grand vecteur d'avenir, c'est l'hydrogène. Ça nous horripile parce qu'il faut tout redéployer, des véhicules à hydrogène, alors que les véhicules au méthane, au GNV, ça existe déjà, etc. etc. Oui, non, c'est pas une énergie d'avenir. La transformation de Fessenheim en pile à hydrogène, la question c'est à partir de quelle énergie? Et l'hydrogène, en fait, nous, c'est ça notre question. Si vraiment on veut développer l'hydrogène, il faut que ce soit à base d'énergie renouvelable. Il faut arrêter de faire de l'hydrogène fossile. C'est idiot. Ça n'est que de l'argent jeté par les fenêtres. Du coup, pas plus ça que... Voilà. Après, s'ils en font d'une production d'énergie de fossiles renouvelables, d'hydrogène renouvelable, pourquoi pas. On aura besoin de stockage, mais nous, on préférerait que ce soit le méthane qui soit choisi, puisque tout existe déjà. Et puis, sur la question d'Édouard Philippe et de son décret sur les turbines, je n'en ai pas entendu parler. Aujourd'hui, il n'y a pas trop d'obstacles à ma connaissance il n'y a pas plus d'obstacles à ma connaissance pour transformer un moulin en centrale hydroélectrique. La question de la centrale hydroélectrique de petite taille, de petite taille ou de grande taille, c'est le droit d'eau. Ce sont des démarches administratives qui sont très longues et très complexes et très difficiles à obtenir, mais qui peuvent fonctionner. Donc je veux bien plus de détails sur le décret en question parce que je n'en ai pas entendu parler, je suis un peu étonnée. Et je sais que c'est compliqué administrativement, mais c'est pas impossible. On a de très beaux exemples dans les Vosges, d'autant plus que j'en ai pas parlé, mais ce sont des exemples de projets d'énergie renouvelable portés par les citoyens. Donc même des gens qui initialement étaient novices ont réussi à développer des centrales hydroélectriques, des microcentrales. Donc ça peut fonctionner.
Merci Colline pour ton exposé. Je voulais juste dire un petit mot par rapport au projet d'usine à hydrogène. Merci à Fessenheim. En fait, ça ne va pas remplacer la centrale, ce sera à côté de la centrale. C'est-à-dire que le gros souci, c'est que ça risque de défricher une grosse partie de la bande rhénane. Ça, c'est juste un point en fait, connexe qui est inhérent au projet qui est actuellement dans les cartons. Et les microcentrales, il y a plein de petites communes qui en font dans les Alpes en ce moment. C'est vraiment des chouettes projets. Mais justement, moi, j'avais une question par rapport au potentiel hydroélectrique, encore ou pas. Parce qu'en fait, là, on a un gros problème en fait, d'eau, tout simplement. Je veux dire, les Alpes, dans les prochaines années, bon, les glaciers ils fondent en ce moment à fond les ballons, donc de toute façon, les torrents sont pleins. On est bien d'accord, mais bon, dans 20 ans, il n'y aura pas beaucoup de glace, il n'y aura plus beaucoup de neige et il n'y aura plus beaucoup d'eau. Et je pense que là, on aura un vrai souci. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai pas réfléchi plus que ça, mais quels sont maintenant les... Comment dire, quels sont encore les potentiels hydroélectriques, en sachant que ça pose énormément de problèmes aussi. Oui. Et effectivement, ils sont très faibles. Ils sont très faibles. En France, en fait, l'hydroélectricité, c'est la plus ancienne des énergies renouvelables électriques. C'est-à-dire qu'on fait des turbines hydroélectriques depuis plus de 100 ans et on a extrêmement exploité cette ressource et en fait, il y a très peu de potentiel disponible. Ce sont effectivement des petits potentiels qui sont disponibles, qui représentent vraiment pas grand-chose. Soyons honnêtes, c'est super une microturbine, mais ça produit peu. Donc en fait, c'est pas du tout là-dessus qu'on va compter pour le développement des énergies renouvelables. C'est pour ça que dans les 4 que j'ai cités, il n'y avait pas l'hydroélectricité. Même si on a très envie qu'il y ait des petites turbines qui se développent dans les vallées des Vosges, avec effectivement un gros aléa. Je sens que ça va pas marcher. Un gros aléa sur l'hydrologie qui est très très fluctuante et des débats sans fin sur l'utilisation de l'eau, évidemment. J'aimerais rajouter que pour l'eau, en fait, il va y en avoir davantage. Les précipitations vont augmenter, donc il y aura plus d'eau qui vont se déverser sur les continents, mais de manière assez catastrophique, comme on a pu en voir en Allemagne. Donc c'est sûr qu'on ne va pas être en mesure de capter cette énergie-là, puisqu'elle va plutôt casser nos villes. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est préciser quoi qu'il en coûte au niveau impact. Parce qu'on comprend qu'il y a le côté visuel qui gêne, mais par exemple, si on monte des panneaux solaires chinois, qu'on ne sait pas démanteler, donc qui vont faire des jolis déchets aussi, est-ce qu'on y va quand même ? Voilà. Est-ce qu'on prend dans la chaîne tout l'impact, l'empreinte écologique ? Tant pis, on fait de l'ENR. Voilà. C'est ça ma question. Merci pareil beaucoup. pour les batteries, pareil pour tout ça. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une des questions sur lesquelles j'aimerais qu'on puisse débattre. Évidemment qu'il faut prendre en compte tous les impacts, ça on est bien d'accord, et on va regarder le cycle de vie complet des énergies. En fait, je pense ma vision, c'est pas de dire il y a un impact, c'est de comparer avec quelles sont les autres solutions et quels sont leurs impacts. Aujourd'hui, 1 kWh de photovoltaïque, même si on prenait des panneaux chinois, vous pouvez être sûr et certain que son impact global sur sa durée de vie, il est bien moindre qu'un kilowattheure charbon, gaz, mais aussi nucléaire, vu le béton utilisé, etc. Et du coup, la question fondamentale, c'est à chaque fois qu'il y a un projet, il faut absolument le faire le plus vertueux possible. Évidemment que on a Voltex Solar dans le nord de l'Alsace, on va essayer d'aller chercher nos panneaux là-bas. En plus, ils travaillent à faire du silicium, une filière européenne, donc c'est super. Mais il faut à chaque fois se dire, est-ce que vraiment le fait que les panneaux soient chinois, ça justifie le fait qu'on ne fasse pas ce projet ? Parce que qu'est-ce que c'est l'alternative ? Et le problème, c'est que cette alternative, elle est difficile à voir. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce projet solaire sur ce terrain à côté de chez moi, l'alternative, ça va être un projet nucléaire à l'autre bout de la France qu'on ne verra pas, qui sera chez les autres. Donc, NIMBY, ce ne sera pas dans mon arrière-cour, donc m'en fous, ça va se passer ailleurs. Et c'est là que c'est très difficile d'avoir cette vision plus... Je pense que c'est une question de vision globale, de dire, certes, ce projet n'est pas parfait, on va essayer de le rendre plus parfait. Et là, vraiment, vous, citoyens, nous, citoyens, devenons acteurs de l'énergie, on peut rentrer dans les projets. Et aussi dans des projets de photovoltaïque au sol de plusieurs hectares, vous pouvez devenir sociétaire, actionnaire de ces projets. C'est l'énergie citoyenne, c'est là où on décide aussi de ce qu'on veut. Et par exemple, qu'on ne veut pas de panneaux chinois, on veut des panneaux européens. Donc on peut devenir acteur de ces projets pour décider de comment ils sont faits, de quels sont leurs choix, quels sont les impacts. Mais il faut absolument qu'on ne s'y oppose pas systématiquement sans regarder quelle est l'alternative. Mais oui, bien sûr, il faut absolument maîtriser au maximum les impacts, sinon ça ne sert à rien de développer une solution qui est plus compliquée et plus catastrophique que le reste.
Voilà, Cécile, pour une courte question. Oui, alors comme moi je connais Colline et je pourrais lui poser la question après, je vais peut-être laisser Régis là-bas qui est là pour une soirée. Corentin qui levait la main. C'est où Régis, pardon, j'ai pas vu. Non, de l'autre côté. Merci. Je pose deux questions. Comme j'ai le micro, je profite pour vous donner les deux questions. C'est l'une, j'aimerais vous interroger juste sur le photovoltaïque, pour simplement vous dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas plus franchement? Je mets le contexte législatif et des aides publiques de côté. C'est la dernière question. Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas intérêt? Alors, ça peut être même, si on réfléchit au contexte national, pourquoi pas le développer plus dans les zones plus ensoleillées, dans le sud de la France. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à y aller, mais vraiment à fond, à fond? Et ma deuxième question, un peu gênante, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est sur cette fusion nucléaire, cette technologie qu'on nous présente comme la technologie idéale. Voilà, merci. Sur le photovoltaïque, on y va à fond. Déjà, aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup de projets. Dans le sud de la France, il faut regarder, hein, ça se développe à une vitesse faramineuse. Et aujourd'hui, alors dans le Haut-Rhin en plus, on a cette spécificité d'avoir eu, avec la fermeture de Fessenheim, un appel d'offres. Ah, désolé. Un appel d'offres spécifique au Haut-Rhin où on a eu 300 MW de photovoltaïque au sol qui ont pu être déployés. Et si on n'y va pas plus franchement, c'est parce qu'on ne trouve pas de terrain. Et en fait, c'est plutôt des contraintes. Aujourd'hui, c'est plutôt des contraintes économiques, je dirais, parce que par exemple en Alsace, dans le Haut-Rhin, on aurait des terrains, mais petits, et du coup avec des coûts qui font qu'ils sont pas compétitifs avec des projets plus gros, et c'est pour ça en fait qu'ils sont pas choisis. Donc il y a, en fait, aujourd'hui, ça va plus être la façon dont sont faits les appels d'offres nationaux. Donc en fait, si vous voulez développer des gros parcs, il faut répondre à un appel d'offres. Et vous êtes en concurrence avec les autres projets. Et si votre projet n'est pas bien rentable, si vous êtes moins rentable que les plus gros projets, vous n'êtes pas choisi, c'est tout. Donc finalement, le contexte national de soutien fait que les petits projets les petits, hein, on parle de déjà 3-4 hectares, sont moins encouragés. Et donc, comme on a assez peu de terrains grands maintenant, vu qu'ils ont à peu près tous été pris dans le Haut-Rhin, il y a moins de projets qui se développent, mais en fait, ils se développent pas mal quand même. Hein. Les fameux 300 MW, c'est assez gigantesque. Si ce n'est qu'il y a des oppositions sur certains projets. Des oppositions dues à la question de la biodiversité, qui, moi, me pose vraiment question. Biodiversité sur des panneaux photovoltaïques au sol, sur des zones... Enfin, voilà, il faut qu'on en discute, parce que c'est... et sur les projets en toiture, etc., ça se développe. Il y a effectivement des problèmes de soutien tarifaire nationaux, mais en fait, ça se développe. Est-ce qu'on peut aller plus vite? Sans doute. Il faudrait plus d'aide nationale, je pense. C'est une question plutôt... Et puis sur ITER, on a une vision, nous, très pragmatique au niveau de Négawatt, c'est de ne pas compter sur des technologies qui n'existent pas encore. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui, on sait qu'on peut faire du 100% renouvelable sans compter sur une hypothétique solution. Et on peut croire en le sauveur, mais en fait, on a décidé de faire 100 pour l'instant parce qu'il n'est pas encore là. Et donc, on sait que ça est possible sans. Du coup, alors là, je parle à titre personnel, je trouve ça très bien qu'il y ait de la recherche en physique. Je suis physicienne de base. Mais c'est très intéressant et je pense qu'il faut continuer à essayer de comprendre ce qui se passe dans le noyau d'un soleil. Mais je ne compte pas là-dessus. Surtout que, les dernières infos que j'ai, franchement, j'ai peut-être pas assez fouillé, mais en gros, aujourd'hui, ça consomme plus d'énergie que ça n'en produit. Donc, c'est un peu démoralisant. Et de toute façon, on sait que ce n'est pas une solution qui sera développée d'ici 2050, où on a nos énormes échéances. Donc, continuons à chercher. Moi, je ne pense pas qu'il faille arrêter des projets comme ça, parce que c'est intéressant de développer intellectuellement la connaissance scientifique, mais développons déjà les solutions qui existent. Et on peut le faire, et il faut le faire, et il ne faut pas attendre le miracle, il faut déjà investir aujourd'hui massivement dans les énergies renouvelables. Je me répète, désolée. Bonsoir. Les panneaux photovoltaïques fabriquent du courant. Il faudrait quand même savoir ce qu'on en fait. Si sur le même panneau photovoltaïque fabrique du courant qui va aller se promener sur le réseau pour revenir chez moi pour faire de la chaleur, c'est complètement con.
je pourrais mettre un panneau qui chauffe directement mon eau chaude sanitaire avec un rendement quand même incomparable. Donc il faut aussi savoir ce qu'on veut en faire du courant, quoi. Le courant, il est indispensable pour le mouvement, pour des moteurs, pour de l'éclairage. La lampe à huile, on n'en veut pas, hein. Donc pour de l'éclairage, ou pour l'électronique, mais certainement pas pour chauffer. Là, c'est un non-sens. Merci. On a en France un système énergétique hérité de l'après-guerre où une unique entreprise a pris en charge le développement de l'électricité, qui a aujourd'hui un fort pouvoir de décisionnel au niveau politique et qui a décidé que l'électricité devait être l'énergie de l'avenir. Donc les maisons sont chauffées à l'électricité. Alors heureusement, EDF ne continue pas à développer le grille-pain. On a arrêté cette façon de voir les choses. Mais par contre, aujourd'hui, c'est la pompe à chaleur, la solution de l'avenir. Et la pompe à chaleur, c'est très bien en Alsace quand on fait de la pompe à chaleur eau. Donc on va chercher sur la nappe phréatique une eau qui est à 10 degrés et qui nous permet de faire, nous, notre chauffage à 20 degrés. Mais c'est une aberration en Alsace de se chauffer avec une pompe à chaleur RO, qui va chercher de l'air à moins 15 degrés les jours les plus froids pour chauffer nos maisons à 20 degrés. Je sais que c'est très, très à la mode et que tous les installateurs vont vous proposer une pompe à chaleur RO. Alors, ça peut être justifié dans le cas d'une maison neuve ou très, très bien isolée, donc qui a besoin de peu d'énergie. Mais il faut arrêter de se dire que sur des maisons anciennes, mal isolées, on met des pompes à chaleur RO en Alsace. C'est pas une solution. C'est effectivement griller de l'énergie, de l'électricité. C'est effectivement prendre de l'électricité. Si on reprend le schéma au départ, c'est qu'on prend du pétrole, on va le brûler pour faire de l'énergie, 30% de rendement, on va le transporter, on perd encore on va le mettre dans sa maison, on va faire fonctionner une pompe à chaleur, on a encore de la perte de rendement, et en fait, on ne gagne pas beaucoup d'énergie renouvelable avec la pompe à chaleur. Donc dans l'histoire, on est vraiment, vraiment sur un très mauvais rendement, effectivement. Merci beaucoup, Marc, de cette remarque. Bon, je pense qu'on va... Ah, Geneviève, tu as une question ou une remarque? Oui, non, on n'a plus le temps. Plus du temps? Alors, d'accord. Alors, une dernière intervention. Toujours poser la question. C'était par rapport à la méthanisation. On a vu hier soir à la télé les gros projets. Et en fait, quand les gens sont contre, est-ce qu'il n'y a pas un problème de dimension des projets? Parce qu'au fond, ce qu'on voit, c'est que les petits projets de méthanisation, c'est moins polluant. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que vous avez peut-être vu l'émission de... Non, bon, en gros, on a vu des grosses méthanisations et que ça, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il en est effectivement? Parce que moi, j'y connais. Non, c'est tout à fait juste. Et encore une fois, ça revient à la question que vous disiez, on regarde quand même l'impact des projets. Et créer, c'est l'exemple de la ferme des 1000 vaches, c'est tout ce qu'on veut, créer de l'agriculture pour faire de la méthanisation, ça n'a pas de sens. Par contre, faire de la méthanisation à partir d'une d'une entreprise agricole qui fonctionne correctement, et donc donner un complément de revenu, valoriser des déchets agricoles, ça a du sens. On suit, nous, beaucoup... notre idée sur les projets d'énergie renouvelable, c'est que les citoyens deviennent acteurs de ces projets-là et puissent donner leur avis, donc pour faciliter l'acceptabilité, mais également merci beaucoup, mais également permettre que les gens qui habitent autour d'un projet deviennent décideurs du projet et vraiment deviennent acteurs. Donc je reparle d'énergie citoyenne. Et au niveau national, c'est fédéré par Énergie Partagée, une association nationale, qui a développé une charte de la méthanisation en partenariat avec les associations agricoles, pour dire vraiment que la méthanisation ne doit pas devenir le modèle déclenchant une opération agricole, mais bien l'inverse. Et que ça soit au service de l'agriculture et non pas l'agriculture au service de la méthanisation. Malheureusement, même les petits projets ont des gros problèmes d'acceptabilité, souvent à cause des odeurs. Ça se travaille. Moi j'avais visité... ça se travaille. Bien sûr que l'objectif, c'est pas de remplacer des centrales à gaz par une méthanisation à gaz, un truc industriel. Maintenant, le projet de 100% gaz renouvelable de GRDF passe par donc de la méthanisation très fortement. Et là, je connais malheureusement pas les détails, mais il y a sans doute des très grosses installations. Donc, il faut absolument qu'on soit vigilant et qu'on soit présent sur le développement des projets pour dire attention, là, non.
On fait plusieurs petits projets avec plusieurs agriculteurs intéressés, avec aussi beaucoup l'agro-industrie. Et là, on peut faire des gros projets. Avec l'agro-industrie, vous avez des masses de déchets d'agro-industrie qui sont méthanisables. Il faut qu'on s'arrête, c'est ça, hein, je crois qu'on a plus trop de temps. Merci beaucoup à la salle, merci à toi Colline. Donc l'énergie. Si je me permets 20 secondes pour conclure. Donc l'énergie, bon, on pourrait en débattre et en parler pendant des heures. C'est un vaste sujet, vraiment complexe. Les solutions sont multiples, embriquées. Beaucoup d'idées reçues, au final, pas mal de pis-aller, on a pu un petit peu les évoquer, notamment pompe à chaleur, qui peut être une solution, mais à voir dans quel contexte. Et nombreuses sont les énergies et les technologies qui sont dans ce sens-là, en espérant ne jamais tomber dans le paradoxe de l'effet rebond qu'on a connu pendant la première révolution industrielle, à savoir une utilisation de l'énergie plus efficace a amené à une consommation beaucoup plus massive de charbon. Espérons qu'on ne retombe pas là-dedans. Je laisse la parole, je crois, à Cécile, c'est ça? Non, à Nina, pour le prochain atelier. Merci à vous. Merci, et j'invite sur scène donc Nathalie et Dominique, qui ne doit pas être loin. Oui, il est tout au fond. Alors, si Marc, tu veux venir sur scène, il n'y a pas de souci. Oui, Marc est président de l'association. Tu laisses t'asseoir. Ah, il y en a déjà un. Alors, c'est celui de Nathalie. Donc, Nathalie de l'OTSA, donc l'association des usagers des transports en commun du Sud-Alsace, Dominique et Marc du Cadre, donc l'association des cyclistes de Mulhouse. Donc on a parlé ce soir. Pardon. Okay. Ce soir, donc c'est un peu faire le point des différentes COP. Donc la COP 21 s'est tenue en décembre 2015. Et l'Union européenne s'engageait à baisser de 30% d'ici 2030 les émissions dues notamment au transport, sachant que 25% des émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne proviennent des transports. Mais cette COP21 n'engageait pas sur la méthode. C'est moi. Alors, c'est moi qui suis trop prête de... Oui, donc les États s'engageaient, mais ils n'avaient pas besoin de s'engager sur la méthode. Et donc la COP26 qui s'achève ce soir, elle aborde assez peu le thème des transports, si ce n'est que des pays se sont engagés pour des transports 100% décarbonés, donc plus de ventes de voitures à essence et diesel d'ici 2040. Mais la France ne fait pas partie des signataires de cet accord-là. Et donc, l'idée, c'était de faire un tour ce soir d'horizon de ce qui se passe sur notre territoire, donc au niveau institutionnel, mais aussi au niveau associatif. On a l'impression aussi que suite à la crise, il y avait eu un grand engouement avec des coronapistes. Il y avait eu aussi un plan de la SNCF pour de financement des petites lignes. Elle avait officiellement mis entre parenthèses le financement du TGV pour relancer les petites lignes. Donc voilà, faire... un bilan, présenter votre association et puis faire un bilan de ce qui se passe chez nous. Alors, Nathalie, tu veux commencer? Alors, tu avais présenté un PowerPoint, donc je vais le mettre. Bon, en attendant que la présentation s'ouvre, je vais commencer. Donc, Nathalie Dubié, donc voilà, donc je représente l'association des usagers des transports du Sud-Alsace.
Donc on est une très jeune association, nous sommes nés en 2018, hein, on n'est pas encore très connus, on n'est pas encore très nombreux non plus. Et nous faisons partie d'une grande fédération nationale qui s'appelle la FNOT. Alors, je ne sais pas si des gens connaissent ici, la Fédération nationale des associations des usagers du transport. C'est une association reconnue comme une association de défense du consommateur, en fait. Donc c'est pour ça qu'au niveau national, la FNOT a un droit d'accès à beaucoup d'instances au niveau étatique. Et ils reçoivent même des subventions à ce titre. Et cette fédération donc, regroupe toutes les associations d'usagers qui existent sur le territoire français. Alors ça peut être des associations qui vont défendre une ligne qui n'existe plus. Donc par exemple, on a chez nous Florirail qui se bat pour la réouverture de la ligne Boll-Villers-Guebwiller. On a là aussi l'association de défense de la ligne Colmar-Metzeral. On a Astus à Strasbourg qui est très connue. Et dans le sud Alsace, il n'y avait rien. Donc en 2018, on était quelques usagers à aller régulièrement aux réunions pour les usagers qu'organisait la région Grand Est et SNCF. Et puis on trouvait tout le monde très arrogant. Et en fait, certains m'ont dit « Ah mais tu sais Nathalie, à Strasbourg, ça ne se passe pas comme ça. » Alors, je dis, ah bon, Strasbourg. Et à Strasbourg, il y a Astus, qui est une grosse association qui existe depuis longtemps. Et il se trouve que le lobby fonctionne là-bas parce que petit à petit, ils arrivent à être écoutés, les usagers à être écoutés et les transports publics à peut-être avoir un meilleur lobby. Donc c'est pour ça qu'en 2018, on s'est regroupé à quelques-uns pour créer notre association d'usagers des transports dans le sud Alsace parce qu'il n'y avait vraiment rien qui existait. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc voilà, donc nous sommes un groupe de personnes, on doit être à peu près à 40 adhérents là maintenant, depuis 3 ans. Nos objectifs, défendre les usagers de tous les transports, c'est vraiment tous les transports publics. Alors ça va être le train, ça va être le car, le bus, les transports interurbains, le covoiturage et en théorie le transport aérien aussi. Donc par exemple, suite au Covid, il y a énormément de gens qui se comportaient plaintes parce qu'ils ont des problèmes de tickets, etc. Bon, nous, en Sud-Alsace, on ne s'intéresse pas encore aux problèmes de transport aérien. Voilà. Donc, organiser l'expression des usagers, c'est-à-dire que, voilà, s'il y a des problèmes, et là, je m'adresse à vous tous, parce qu'on a vraiment besoin, nous, de cette parole des usagers. Vous prenez le bus, vous prenez le tram, vous prenez le train, et vous rencontrez des soucis. C'est des soucis bêtes. Alors, le distributeur de billets ne fonctionne pas depuis 2 semaines. Mon train est systématiquement annulé, ou il n'est pas assez grand, ou. Nous, on a besoin de ces informations-là. Il nous faut les faire remonter, parce que si moi, je connais très bien ma ligne de train et le train que j'utilise tous les matins, mais je ne connais pas le train de 6h30 qui va à Colmar. Donc, je ne connais pas non plus la ligne 3 du tram que j'emprunte, pas du tout. Donc, on a vraiment besoin de cette expression des usagers. Et tout ça pour revendiquer un service de qualité, parce que si le service n'est pas de qualité et s'il ne répond pas aux besoins, il ne sera jamais utilisé. Donc voilà. Donc on est là aussi pour promouvoir la mise en place d'un réseau performant, aussi bien au niveau transport urbain, donc tram, bus, transport interurbain, donc c'est les cars fluo que vous voyez sillonner le département, les TER forcément, et puis en collaboration avec les associations nationales, on s'intéresse aussi à la marge au transport de plus longue distance. Donc sensibiliser, donc bien sûr représenter les voyageurs usagers. Oui, merci, à la prochaine. Donc voilà, j'avais mis aussi une petite dia aussi sur les émissions de gaz à effet de serre des transports. Donc je vais plus parler de M2A. Donc j'avais récupéré les chiffres sur une étude de l'AURM, que je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc la mobilité en 2030 dans la région mulhousienne. C'est très bien fait, il y a tout dedans. Et donc, voilà, donc en 2020, la voiture... donc premièrement, le trafic routier a augmenté de 18% au cours des 20 dernières années. Donc, c'est vraiment un des seuls secteurs où les émissions ne stabilisent pas, ne baissent pas. Enfin, elles augmentent de manière vraiment très forte. Et en 2020, la voiture représentait toujours 63% des modes de déplacement sur l'agglomération mulhousienne. Les transports en commun, 10%, et le vélo, on en parlera, 3%, et la marche, 24%. Voilà. Et les objectifs du plan climat sur l'agglomération, c'est 40%, donc réduire la part modale de la voiture à 40%, et de passer les transports en commun à 20%. Voilà.
Donc vous pourrez nous parler des 15% du vélo, comment on y arrivera, et 30% de marche à pied. Voilà. Ensuite, je voulais... Donc voilà, la prochaine s'il te plaît. Que je voilà. Donc voilà, maintenant nos enjeux. Voilà, donc les objectifs du plan climat ont été mis, donc on veut passer à tant et tant de pourcents de transport en commun. Alors on va beaucoup parler de vélo tout à l'heure, et je sais, j'ai pu remarquer dans beaucoup de cercles que le vélo c'est quelque chose à laquelle tous les milieux militants écologistes sont très, très liés au vélo. Et en fait, je voudrais aussi parler des transports en commun, juste techniquement, de dire que le vélo, on va pouvoir faire énormément de choses en vélo, mais simplement, par exemple, l'agglomération mulhousienne, c'est une agglomération qui est très dépendante de l'extérieur pour le travail. C'est-à-dire que, par exemple, Paris, les gens de Paris travaillent à Paris, et beaucoup viennent de la banlieue pour travailler dans Paris. Nous, sur Mulhouse, on a plein de gens de l'agglomération, enfin sur l'agglomération, excusez-moi, nous avons plein de personnes qui quittent l'agglomération pour aller travailler à l'extérieur. C'est typiquement les frontaliers allemands et suisses, pour faire bref. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur travailler dans l'agglomération. Donc on a des flux de grande distance juste pour la mobilité travail, qui est très important. Et cette mobilité, on ne la réglera pas en fait, avec le vélo. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment urgent et super important de créer justement un réseau de transport public efficace qui permette de répondre à cette problématique. Et donc, nous, sur le sud Alsace, nous avons la chance d'avoir l'étoile ferroviaire de Mulhouse, qui est vraiment une étoile ferroviaire donc très importante et qui a vraiment de gros potentiels. Donc, c'est la ligne Belfort-Mulhouse, Mulhouse-Krüt, Mulhouse-Colmar, Strasbourg, Mulhouse-Mulheim, Mulhouse-Bâle. Voilà. Donc, et là, notre souhait, donc si on veut répondre à une part modale de 30% en transport en commun, il faudrait passer à un schéma de réseau express métropolitain. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme un peu barbare. Donc, c'est un peu comme un RER, mais sur une agglomération. Donc là, Strasbourg a obtenu... de la région Grand Est et de l'État, pas mal de financements, et ils font en ce moment des travaux assez conséquents, assez discrets, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment des travaux conséquents, très techniques, pour en fait faire que l'agglomération de Strasbourg, elle soit traversante par les trains. Donc on peut imaginer un horizon, je ne sais pas lequel, on fera Agno, Célestat. On ira de la vallée de la Bruche jusqu'à Wissembourg. Voilà. Et ben, ce serait en fait un souhait aussi pour l'agglomération de Mulhouse, si on veut que ce soit efficace, qu'on puisse faire Krüt-Bâle ou alors Krüt-Mulheim. Enfin voilà, il y a plein de scénarios, et ça, ce serait vraiment pour le sud Alsace quelque chose où il y aura un gain de temps, parce qu'il n'y aurait pas de ce qu'on appelle il n'y aurait pas une perte de temps pour le changement en gare de Mulhouse. Voilà, par exemple. Ensuite, le développement des transports urbains. Donc on connaît très bien, c'est les transports Solea. Donc pour l'instant, il faut vraiment gagner là en amplitude horaire, en cadencement, et bien sûr un des grands souhaits, c'est d'étendre le tramway. Donc voilà, jusqu'à Wittenheim. Bon, il y a plein de projets. Ensuite, des développements de lignes interurbaines efficaces. Donc par exemple vers Masevaux. Donc je sais pas, quelqu'un a déjà pris le bus fluo qui va vers Masevaux? Si, moi aussi. On est deux. Bon, il met 1h30. Voilà. Qui a envie de faire 1h30 le matin, 1h30 le soir c'est très compliqué. Donc là, il faudrait des lignes interurbaines parce qu'on en aura besoin. Il faut des lignes express, quoi. Il faut qu'elles aient la priorité. Il faut qu'elles prennent des tronçons d'autoroute. Il faut qu'elles aient la priorité sur l'autoroute parce qu'on a un territoire qui est très urbain. Par exemple, Solea est parfait pour répondre à cette problématique, mais on a aussi plein de territoires qui sont très peu denses, et là, on ne pourra pas mettre un tramway et une gare dans chaque territoire, donc il faut développer d'autres systèmes. Donc il y a les lignes interurbaines, mais il y a aussi des systèmes de transport à la demande, des systèmes de covoiturage, des systèmes d'autopartage. Enfin, il y a toute une palette qui fait que même on peut développer des solutions en territoire peu dense. Et justement, généralement, c'est la grosse excuse du rural. Enfin, moi, je vois dans les milieux justement des communes, on me dit « Ah, mais moi, je suis une commune de la campagne. Voilà, je ne peux pas me passer de ma voiture. » Et en fait, non, il y a des tas de solutions pour la campagne. Voilà, il y a l'autopartage, le covoiturage, on peut faire du transport à la demande et on peut aussi créer d'autres liaisons plus efficaces.
Et ensuite, ce qui est très important, c'est que voilà, donc on parle de bus, on parle de tram, on va parler de vélo, de marche à pied, de train, de TGV, mais il faut que tout ça, il y ait un nœud d'interconnexion. Il faut que l'interconnexion soit facile. Et pour l'instant, elle est compliquée. Et il faut que ces nœuds d'interconnexion, c'est pareil que je parlais tout simplement de la gare de Mulhouse, il faut que ce soit un lieu agréable, il faut que ce soit un lieu de vie, et il faut que ce soit facile à utiliser. Et ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas forcément le cas en ce moment. Voilà, vas-y, la prochaine, s'il te plaît. Ah bah c'est fini. Bon. Donc, voilà. C'était à peu près ce que j'avais... Voilà, donc on a vraiment aussi besoin de vous aussi pour dire ce qui ne nous va pas, ce qui va, devenir membre. Et voilà. Et agir si vous avez envie aussi pour le développement et la défense des transports publics sur notre territoire. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors on va écouter le cadre, donc essayez de ne pas oublier votre question et on vous interroge après. Enlever le masque, oui, donc ça va. Je suis prêt là, j'ai peur du Larsen, mais apparemment ça va. Bien, donc je suis Marc Arnold, président de l'association Cadre. Cadre, ça veut dire cycliste associé pour le droit de rouler en sécurité. Cette association qui milite pour le vélo existe depuis 1984. Donc en 2024, elle fêtera ses 40 ans. Et en 2024, ça sera une année exceptionnelle puisqu'il y a un plan vélo national qui prévoit une part modale de 9% en 2024. Donc on va certainement y arriver. On va voir comment. Et voilà, donc... alors, je voulais aussi, pour faire la transition avec ce qu'a dit d'abord Colline sur l'énergie, Colline a dit à très très juste titre qu'il faut tout faire. Hein, on ne peut pas se priver de certaines solutions, les éoliennes ou la méthanisation. Et de même, pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut tout faire. Il faut faire donc des énergies renouvelables, il faut faire les économies d'énergie et la sobriété. Et le transport, bien sûr, comme ça a déjà été dit, joue un rôle essentiel dans le gaspillage énergétique. Et le vélo a un potentiel énorme, les transports en commun ont un potentiel énorme, et le vélo a un potentiel énorme dans cette transition énergétique. Potentiel énorme parce qu'on part de très bas, puisqu'on a 3% de part modale aujourd'hui, que ce soit à Mulhouse, dans l'agglo ou à l'échelle nationale. Hein, il y a peu de différence d'une ville à l'autre. Il y a quelques villes qui sont en avance, comme Strasbourg peut-être, et d'autres maintenant. Et potentiel énorme parce que toutes les études montrent que les déplacements urbains qui se font en voiture sont essentiellement des petits déplacements. On a des chiffres anciens, mais qui sont encore vérifiés aujourd'hui. On l'a vu dans les études de l'AURM, des études récentes de l'AURM. Plus de 50% des déplacements en ville, en voiture, sont des déplacements qui font moins de 3 km. Alors, Nathalie a dit que pour les transports domicile-travail, il y a beaucoup dans la région de grands transports, hein, de distances assez longues, mais néanmoins, alors effectivement, je n'ai pas tous les chiffres, mais d'un point de vue relatif, lorsque les gens vivent à Mulhouse et travaillent à Mulhouse, il y en a quand même, bien sûr, hein, même s'il y en a qui vont peut-être travailler en Allemagne, eh bien, plus de 50% des gens prennent la voiture pour aller au travail. Hein. Donc, ça, c'est les études de l'AURM sur les trajets domicile-travail. Et dans l'agglo, et notamment en dehors de Mulhouse, hein, donc dans les petites communes, vous avez dit dans les petites communes, c'est plus facile d'aller à pied ou à vélo, puisque les communes sont plus petites. Eh bien non, c'est le contraire. Dans les petites communes, c'est plus de 60% des déplacements domicile-travail qui se font en voiture quand les gens travaillent dans la commune. Hein, ils vont de Pastat à Pastat en voiture, ils vont de Lutterbach à Lutterbach en voiture. Ça, c'est les études de l'AURM de 2020 hein, qui le montrent. En 2007, il y avait des débats sur le Grenelle de l'environnement décentralisé. Et il y avait un débat dans les salles de la Cine, place de la Bourse à Mulhouse. Voilà, il y avait des élus, il y avait Adrien Zeller à l'époque, tout le monde faisait des grands discours sur les changements de civilisation à venir. Jean Chaumien, le président du cadre de Strasbourg, est venu, il a pris la parole et il a dit ce que j'ai dit tout à l'heure, 50% des déplacements font moins de... Non, 50% des déplacements en ville, oui, font moins de 3 km. Donc voilà, il y a un potentiel énorme. Donc on a une solution là qui est toute simple. Il faut changer les habitudes, il faut passer au vélo. Voilà, il a dit ça, et puis après il s'est levé, il a pris le train, il est rentré sur Strasbourg. Parce que voilà, il est venu dire cette chose essentielle. Si on ne fait pas ce constat de base que ce que ça sous-entend, c'est que la voiture est très mal utilisée.
Et ce constat de base, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit. C'est dans toutes les études, c'est dans les journaux lorsqu'il y a la semaine de la mobilité, on ressort les graphiques de l'INSEE, on ressort les études de la URM, mais dans le discours des politiques, c'est quelque chose qui n'est pas martelé. Or, c'est à mon avis un discours de vérité qui manque profondément. Si on veut un changement des habitudes, il faut d'abord faire le constat de la réalité. Si on veut lutter contre l'alcoolisme dans une population d'alcooliques, il faut dire, voilà, vous buvez 1 litre de vin par jour, ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Et si on veut changer les habitudes de transport, il faut commencer par un discours de vérité. La voiture est très mal utilisée. Donc ça, c'est un des freins majeurs. Voilà et du coup, on ne prépare pas le public. Alors si après, on parlera un peu de la politique locale, concrètement, sur Mulhouse, on nous promet de grands changements et ces changements devaient être annoncés au printemps. Ça a été remis à la semaine de la mobilité. On n'a rien dit à la semaine de la mobilité, enfin on, c'est-à-dire les élus mulhousiens. Maintenant, on nous promet des grandes annonces sur des grands changements dans Mulhouse avant Noël. Mais on verra, peut-être qu'on nous dira, oh, c'est pas la peine, pendant la mauvaise saison, on va attendre le printemps prochain. Donc vous voyez, et en attendant, il n'y a pas de discours qui prépare le public. Voilà, il y aura des grands changements, il faut changer nos habitudes. De toute façon, il y a un potentiel énorme pour d'autres moyens de transport que la voiture, donc il va falloir changer vos habitudes. Le deuxième frein majeur au développement du vélo, alors que le potentiel est énorme, c'est bien sûr le manque d'investissement, les budgets qui restent petits, trop faibles, le poids des lobbies, lobby industriel, localement évidemment ça pèse. Je pense... on a parlé avant de l'électrification des voitures. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, et pourtant, il n'y a pas eu trop de débat autour de ça, de buzz autour de cette question. C'est notre entreprise locale, donc c'est-à-dire PSA, Citroën, qui a sorti une petite voiture électrique, l'Ami. Alors, c'est tout joli, c'est petit, c'est sobre, etc. Sauf qu'on a le droit de l'utiliser dès 14 ans. Alors je vois déjà beaucoup d'enfants qui, au lieu de faire du vélo, font des trottinettes électriques, font des petits vélos électriques où il ne faut même plus pédaler. Maintenant, c'est des petites motos électriques. Et maintenant, on leur fait aussi des voitures électriques. Donc on sent bien qu'il y a du côté industriel aussi. On cherche à avoir de nouveaux marchés. Les industriels n'ont pas toujours comme objectif de réussir nos plans climat. Ils veulent surtout garder des parts de marché et puis continuer à faire tourner leur industrie. Après, je donnerai la parole à Dominique. Alors, j'étais dans les freins, et puis donc les freins, c'est ces mauvaises habitudes qui sont très, très, très ancrées. Le mythe aussi de la voiture propre, on l'a évoqué un peu avec la voiture électrique, et l'électricité qui en général n'a pas forcément un bilan carbone très, très intéressant. Alors que le vélo, donc j'ai dit, a une grande potentialité. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est les convergences. Les convergences entre lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la pollution locale, donc on améliore la qualité de l'air, donc c'est un effet sur la santé. Deuxième effet sur la santé, c'est la lutte contre la sédentarité. Convergence avec l'insécurité routière. Plus il y a de vélos dans une ville, moins il y a d'accidents graves pour piétons vélos. C'est convergence avec l'attractivité d'une ville. Là, souvent aussi, on a une vision sur le commerce. Attention, si on fait plus de place pour le vélo et moins pour la voiture, les gens ne viendront plus faire leurs courses. Or, toutes les villes cyclables réussissent à faire vivre un commerce dans leur centre-ville. Donc, c'est au contraire, le vélo permet de faire vivre les villes et rend les villes plus agréables. Voilà, donc il y a ces convergences de tous ces avantages qu'il faut vraiment mettre en avant dans les politiques cyclables. Alors, les mentalités sont quand même en train de changer, y compris au sein dans la tête de nos élus, puisque quand même les politiques cyclables se développent, devraient se développer. J'ai dit donc cet objectif de 9% en 2024, le plan climat c'est 15% en 2030. En tout cas, c'est énorme, parce qu'on sait que c'est très difficile quand même de changer, de gagner des points de part modale, pour passer de 3 à 4 à 5%, à 6 à 9. On n'y est pas. 2024, c'est demain. On va bientôt se faire la bise, peut-être pour le nouvel an 2022. Voilà, et donc ces objectifs, ça sous-entend, si on veut être honnête, une révolution dans les transports. Voilà. Alors on verra si Mulhouse, si M2A vont faire des révolutions dans les transports. On peut douter, mais bon, il faut... Alors on va vous écouter.
Qu'est-ce qu'il faut rajouter encore? Dominique? J'ai parlé trop longtemps? Non, c'est bon. Tu veux rien rajouter, Dominique? C'est un petit mot. Le hasard a voulu qu'aujourd'hui, il y a une annonce dans la presse sur la politique mulhousienne. Hein. Donc, Madame Bonida Silva, qui est en charge des déplacements, a fait des annonces. Alors, nous, on verra. Elle fait quand même part de concertation. Nous, depuis janvier, effectivement, on voit les techniciens, mais on n'a vu aucun plan, aucun schéma, on n'a rien vu. Hein, donc là aussi, c'est concertation, oui, mais comment se fait la concertation? On nous montre des projets et il faut les valider. C'est pas de la concertation, ça. Donc la concertation, pour nous, se fait en aval, on fait un travail en commun, alors que tout ce qui est en train de se faire n'a pas été fait en commun. Donc là, voilà. Hein. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est par rapport... c'est vrai, le vélo est à la mode. Mais le vélo est une des composantes dans la politique globale des déplacements. Et moi, je doute aussi, justement, à ce niveau-là, que Mulhouse veuille vraiment s'avancer sur ce terrain-là, alors que, par exemple, le tramway a été fait il y a 20 ans. Les transports collectifs à Mulhouse, depuis 20 ans, ne progressent plus au niveau du nombre d'utilisateurs. Et comme je vous dis, pour moi, les déplacements, c'est une globalité. Et on voit également des villes comme Strasbourg, Nantes, Bordeaux, qui sont bons dans le domaine du vélo, sont également très bons dans le domaine des transports collectifs. Hein. Donc à partir de là, ben, on attend, on espère, mais on n'a pas trop d'espoir quand même, à mon avis. Merci Dominique. Alors on va passer aux questions. Alors, comme vous savez, je suis la dame là-bas. Après, je reviendrai devant. Merci. Je souhaitais juste ouvrir la question des transports sur la question du commerce et de la grande distribution. À mon avis, il y a quand même aujourd'hui quelque chose qui devrait être pris en compte de façon majeure dans les politiques de transport local au niveau des intercommunalités, des agglomérations, c'est la question de l'accès aux grandes surfaces. Et ça touche plutôt les milieux de classe moyenne ou de classe ouvrière, on va dire, et c'est une question centrale. Si les gens aujourd'hui ne se passent pas de la voiture, c'est parce qu'ils vont faire leurs courses au Cora ou au Leclerc le week-end, ils vont aller dans les grandes zones commerciales qui sont autour de nos agglomérations. Et je pense qu'on ne peut pas se passer de poser cette question-là. Ça, c'est la première chose. Et ça touche aussi, évidemment, la question de comment faire un vrai travail auprès des personnes du monde populaire par rapport aux enjeux écologiques. Donc, j'ouvre ces deux questions. La deuxième chose que je voulais dire, je suis surprise que vous n'ayez pas évoqué, les uns et les autres, la question de la place du vélo dans le train. Moi, j'ai fait 2 années à Célestat, j'allais tous les jours à Célestat, je prenais mon vélo, et j'étais obligée de m'acheter un vélo pliant parce que, pour ceux qui ne le savent pas, aux heures de pointe, sur les TER 200, le vélo n'est pas autorisé. Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. Comment veut-on à la fois dire on va développer le vélo si le vélo ne peut pas être pris au moment où on en a le plus besoin dans le train? De la même manière, je pense que sur les questions de tram, ce qui se pose comme question, c'est aussi des espaces pour les vélos. Parce que quand il fait très mauvais, quelqu'un qui va par exemple traverser Mulhouse pour aller, je sais pas, à l'espace 110 et qui vient de Dornac, s'il flotte, il va prendre la voiture. Parce qu'il sait qu'en vélo, voilà, et peut-être qu'en tram, le temps qu'il a ne suffit pas. Si demain, on peut vraiment avoir une réflexion sur la place des vélos dans les transports en commun, et à commencer par le train. Moi, je travaille à Montbéliard depuis la rentrée, j'ai pas le choix, je suis obligée de prendre ma voiture parce que je travaille dans la périphérie de Montbéliard. Que je suis obligée soit de changer à Belfort, soit d'aller à Montbéliard TGV, c'est à 15 km de mon lieu de travail, je prends ma voiture. Voilà, et je le regrette. Donc du coup, je me suis arrangée pour dormir sur place pour les 2 jours où j'y vais, par souci aussi, justement, mais c'est pas possible autrement. Donc voilà, c'est 2 questions assez différentes. Hein. La question du train,
et la question, je pense vraiment, des commerces. Développons les marchés de proximité. Moi, j'ai habité 20 ans à Paris. Personne ne va dans les grandes surfaces parce qu'elles sont à l'extérieur et qu'il y a des marchés partout, tout le temps, tous les jours. Développons les marchés. Et ça, c'est une politique globale qu'il faut avoir. Voilà. Je me tais parce que je suis assez bavarde, mais merci en tout cas. Alors, je laisse qui veut répondre. Oui, je peux répondre. J'étais cet après-midi chez Decathlon. C'est pas très agréable d'aller chez Decathlon depuis Pfalzstadt, effectivement, à vélo, puisque ces zones commerciales sont des zones dédiées à l'automobile. Il y a un petit tronçon qui est tout neuf au niveau de Carana, mais voilà, l'accès de cette piste, de cette pseudo-piste est très mal indiqué. Enfin bref, c'est très mal fait pour l'instant, en tout cas. Alors, Olivier Rasmont, vous connaissez peut-être, ce journaliste spécialisé dans les questions de transport et du commerce et du développement des villes, était à Kingersheim il y a quelques temps, plus d'un an, 2 ans, faire des conférences, et il soulevait exactement ce problème, et vous avez tout à fait raison de dire que voilà, beaucoup de gens vont dans ces zones commerciales, mais il faut changer l'organisation de la ville. Donc c'est pour ça, comme le disait Dominique, c'est un problème global, la mobilité. Il faut prendre en compte aussi les transports en commun, et il faut prendre en compte l'aménagement du territoire. Et ces zones commerciales sont surdimensionnées. Il faut, comme vous l'avez dit, des marchés locaux, des petits commerces locaux qui se développent. Alors la bonne nouvelle, c'est que les grandes surfaces, actuellement, on dit que ça ne marche pas très bien. Que ça devrait peut-être moins se développer. Mais voilà, moi je ne sais pas qui a donné l'autorisation et le permis de construire pour Cultura, mais je trouve, quand je vois le Cultura à côté de Decathlon, mais moi ça me rend triste évidemment. Il n'y a pas de librairie à Pfalzstadt, il n'y en a pas à Richwiller, il n'y en a pas à Lutterbach, voilà. Il y en a heureusement plusieurs à Mulhouse, et puis après dans les petites villes, il n'y a pas de librairie. Enfin je ne connais pas, je ne sais pas si à Wittenheim il y a une librairie. Donc Kingersheim, la librairie, quand j'ai encore regardé dans les pages jaunes, librairie Kingersheim, c'est Caligone, hein. C'est pas une petite librairie de proximité. Donc voilà, après c'est des choix politiques, hein. Malheureusement, ces zones commerciales sont hyper développées et se développent encore, c'est ça qui est triste. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, peut-être Nathalie va répondre sur la place des vélos dans le train. Oui, j'aimerais juste aussi revenir par rapport au commerce et la question aussi de dire comment on amène les classes populaires. Il faut savoir qu'en fait, les classes très très populaires, et ça on le sait sur la commune, sur l'agglomération, on a quand même plein de personnes. Donc là, j'ai fait le trajet entre la gare et l'arrêt Noyer, là, qui est à côté. Donc j'ai pris le tram et ensuite j'ai pris le C4. En fait, on a beaucoup de gens qui sont pas locaux, enfin, qui n'ont pas du tout de voiture aussi, hein, dans l'agglomération. Et c'est des gens qui sont précaires. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Donc il y a aussi un droit au déplacement, un droit au transport public pour les enjeux climatiques, mais aussi pour les enjeux sociaux très forts de notre agglomération. Et c'est pour ça, donc là, comme tu l'as dit, il y a des problèmes d'aménagement du territoire. C'est clair qu'il faut ramener dans les plans, dans les plans de développement de zones artisanales. Donc là, chaque commune et chaque agglomération se fait un petit peu son truc elle-même. Et puis donc il y a un peu des incohérences totales. Par exemple, à Cernay, il y a une nouvelle zone qui va se construire à côté de l'énorme Leclerc. Il continue de s'agrandir, quoi. Ça devient complètement. Il y a la gare de Grafenwald qui est à côté, mais en fait, cette zone ne sera ni accessible depuis Grafenwald, ni en vélo, ni en rien du tout. Mais bon, ça va se faire. Voilà. Donc on est encore loin de répondre aux enjeux au niveau territorial. Et mais maintenant, pour accéder au commerce, il existe des arrêts. Donc la Solé a pris un peu ça en compte, mais c'est vraiment à la marge où il y a un arrêt qui va jusqu'à Carrefour. Ça s'appelle l'arrêt Carrefour d'ailleurs. On a l'arrêt Ikea et on n'a pas encore l'arrêt Cora, mais il passe devant. Oui, mais est-ce qu'il s'appelle arrêt Cora? Non, je sais si il s'appelle arrêt Cora. Ouais, bon, voilà. Et ensuite, le train et le vélo. Alors ça, c'est une énorme question. Je sais que je me la pose aussi moi-même. Donc voilà, moi, je prends le train, donc j'ai un vélo pliant. Voilà, donc, parce qu'il y a effectivement des TER, seulement les TER 200, donc ceux qui font Strasbourg, Bâle, certains sont interdits au vélo. Et en fait, donc quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, parce qu'on parle souvent de l'Allemagne, de la Suisse, et il faut savoir qu'en Allemagne, pour aller à Freiburg, les trains régionaux aux heures de pointe sont aussi interdits au vélo. En Suisse, le vélo, il faut payer.
Et bientôt, va falloir réserver aussi. C'était marqué dans le journal. Voilà, SBB a choisi parce qu'en fait, il y a un engouement du vélo. Alors là, il faut comprendre juste techniquement. En fait, quand les transports, le train, il fonctionne bien, le train, il est rempli. Et si en plus tout le monde amène son vélo, il n'y a plus de place. Enfin, c'est basique. Hein, je veux dire, voilà. Si tout le monde amène son vélo, il n'y a plus de place pour les personnes. Et en plus, on perd du temps en gare. Il faut voir ce que c'est à Mulhouse quand les vélos, il faut attendre que tous les vélos sortent. Et puis en plus, il y a des poussettes, il faut attendre que les vélos rentrent. Et en fait, là, le TER, il perd à chaque fois des minutes à chaque gare. Alors c'est basique, hein, je suis pour l'emport du vélo en train. Mais en fait, on a un problème technique qui est comment on fait nos wagons, comment on fait nos vélos. Voilà, par exemple, là, donc la DB, ils ont des wagons, là, c'est pas la DB, là, au Baden-Württemberg, ils ont des wagons pour les vélos. Mais le problème, c'est il faut les mettre les uns sur les autres. Donc, si moi, je sors à Breisach, mais Claude, qui est en dessous, il sort à Breisach, et moi, je suis dessus, mais je sors à Freiburg, c'est un pataquès monumental. Et de toute façon, c'est aussi interdit aux heures de pointe, parce que même en Allemagne, si à ce moment-là, on met le vélo entre 7h et 9h, où c'est possible pour tout le monde, on va avoir... Non, vraiment, l'engouement du vélo, il va être là. Et c'est pour ça qu'il faut développer, je pense, vraiment des systèmes d'interconnexion au niveau des gares pour le vélo, pour que ce soit simple. À Bâle, il y a un énorme parking en dessous de la gare. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça vaut le coup d'y aller. Le parking est absolument énorme. Bon, à la rigueur, on a un vélo qui ne coûte peut-être pas très cher et on le laisse en bas à la gare, quoi. Ou alors on prend le pliable. Mais voilà, comme dit, je suis aussi pour les vélos. Il faut qu'on facilite justement le fait qu'on puisse faire vélo, train, vélo. Voilà, je pense qu'il faut faciliter tout ça, mais on ne pourra pas emmener tous les vélos dans les trains. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit possible. Ou alors, il faut trouver une autre solution. Enfin, c'est mon avis. Voilà, j'ai déjà trop parlé. Oui, bonsoir. Je voulais vous faire plusieurs remarques parce que je suis en fait une ancienne Strasbourgeoise. Je vous parle de ça il y a 15 ans en arrière, où je faisais tous mes trajets avec les enfants y compris à vélo, à tel point que j'ai envisagé de vendre ma voiture. Bien heureusement, je ne l'ai pas fait puisque j'ai déménagé dans le Haut-Rhin où les transports en commun et en vélo sont pénuries. Et notamment, ce que vous disiez est très juste, pour que le vélo marche, il faut que tout soit simple. Il faut que ce soit facile de se garer en vélo. Il faut que ce soit sûr de garer son vélo pour ne pas espérer le retrouver à la sortie. Il faut aussi qu'on puisse mettre le vélo dans le train facilement, à savoir que je me suis bêtement acheté un vélo électrique et je ne peux pas le mettre dans le train pour deux raisons, parce que je circule aux heures où c'est interdit pour les deux trains en question, pour faire le trajet jusqu'à Strasbourg et au-delà, et surtout le poids. Rien n'est fait en gare par la SNCF pour faciliter le transport des vélos, surtout en tant que femme, a fortiori, avec un vélo électrique, vous n'y arriverez pas. Donc, pour que le vélo, ça marche, il faut que tout soit facile. Les connexions, comme vous dites aussi, doivent être faciles. Et ce que j'ai pu observer à Strasbourg, et ce qui manque cruellement ici, c'est le relais. Une fois que vous avez posé votre vélo, vous devez pouvoir prendre une voiture facilement. Il existe dans Strasbourg plein de stations, on va dire, c'est comme un Autolib, peu cher, où vous pouvez facilement avoir l'interconnexion tram, bus, vélo. Vous prenez une voiture si vous avez envie d'aller à Decathlon pour acheter un truc, et ben vous prenez la voiture à ce moment-là. Et ce réseau-là, il fait cruellement défaut ici. Il n'y a pas ça. Il y a, je crois, une station. Donc, il faut vraiment réfléchir à la multiplication des moyens de transport. Et justement, si vous faites beaucoup de transports en commun, les gens prennent des abonnements et donc même les plus précaires, ils prennent les transports en commun. Oui, non, mais exactement. Les plus précaires sont dans les transports en commun. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Et les plus précaires des plus précaires, ils marchent. Hein. C'est les 24% de part modale de la marche dans l'agglomération. C'est vraiment ça. Et donc, oui, vous parliez de simplicité, c'est le maître mot. C'est par exemple les goulottes qui ne sont pas dans les escaliers à la gare de Mulhouse. On les réclame. Peut-être qu'un jour on en aura, parce qu'on nous dit qu'il y a une réglementation PMR qui les interdit, alors qu'elles existent à Belfort. Bon, la loi, elle est nationale ou elle ne l'est pas. Oui, on est très clair. À la gare de Mulhouse, il y a une mauvaise volonté. À la gare de Mulhouse, il y a, par exemple, et dans toutes les gares de l'agglomération de Sud-Alsace, il y a des très mauvaises informations.
Par exemple, vous sortez de la gare de Mulhouse, il y a 4 stations Cities. Donc les Cities qui sont à Strasbourg, elles existent à Mulhouse. Et il y a 4 voitures en sortant de la gare. Voilà. Mais par contre, on ne le sait pas quand on arrive à Mulhouse. Voilà. Donc il y a un problème d'info et c'est vrai que ce n'est pas simple. Si on ne sait pas et si on ne cherche pas, si on ne sait pas, si on n'est pas professionnel de l'intermodalité, on n'y arrive pas. Oui, oui. Non, mais ça, il y a un problème d'amplitude horaire qui est très, très fort. Et par exemple, on a 11 gares dans l'agglomération. Il faudrait qu'il y ait des pistes cyclables qui mettent à ces 11 gares. Parce que la gare doit être le centre du village. On parlait d'aménagement du territoire. La gare doit être pensée comme une des centralités du village, où des chemins pédestres y mènent, où des pistes cyclables y mènent, où il va y avoir une pharmacie, il va y avoir une maison de santé. C'est ce qui se passe dans d'autres pays en Europe et c'est ce qui se passe aussi dans certains endroits en France que j'ai pu voir, où la gare devient aussi ce lieu de vie. Ça devient vraiment une centralité du territoire comme le centre-bourg, quoi. Alors, je vous remercie beaucoup. Comme on a écoulé le temps, je vais laisser Loïc conclure parce qu'il avait très envie de parler et qu'il était censé co-animer avec moi. Donc, comme ça, il aura l'honneur de conclure. Oui, merci. Je voulais pas forcément conclure, mais je voulais poser une question initialement. Mais ça me fait penser, vous avez abordé la question effectivement des zones commerciales. C'est un enjeu majeur pour notre territoire. Et aujourd'hui, ce qui se dessine, c'est que, grosso modo, ce commerce de grande distribution, il est en crise, effectivement. Ça a été dit. En tout cas, les marges ne sont pas suffisantes pour amortir les investissements au niveau du monde de la grande distribution. Et d'ici 5 à 10 ans, il est possible qu'effectivement, dans ces secteurs-là, on ait un amas de friches assez impressionnant. On a déjà eu un aperçu avec notamment la friche Alinéa. C'est pour ça que ça s'agite un peu partout pour proposer des solutions pour reconvertir des friches commerciales qui risquent de se multiplier. Et pareil, il y a une réflexion qui est déjà engagée et de plus en plus, même les élus qui ont favorisé l'extension de ces zones commerciales, aujourd'hui sont en train de rétro-pédaler et de se dire qu'il faut peut-être faire muter ces zones commerciales en zone économique, en zone artisanale, parce qu'elles ne disparaîtront pas, parce qu'on ne pourra pas avoir un retour à la nature stricto sensu. Et la 4 voies, par exemple, qui traverse ici le pôle K130, le Caligone, cette 4 voies pourrait ne plus être qu'une 2 fois 1 voie, avec couloir bus et vélo, respectivement, de part en part. Ça, c'est des projections un peu lointaines, mais c'est un peu la voie à suivre, je pense, plutôt que d'y faire arriver le tramway, comme certains le demandent, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore trop quel est l'avenir de cette zone, et il vaut mieux, à mon avis, quand on souhaite prolonger un tramway, parce que c'est une question aussi qui va se poser pour les transports en collectif dans l'avenir, il vaut mieux miser sur les zones denses, densément peuplées, où on a des flux du quotidien entre domicile, travail, domicile, loisirs, etc., etc. Donc voilà, je pense que l'enjeu, il est à ce niveau-là. Et ce qui a été dit aussi au début, c'est intéressant, sur la notion de RER. Effectivement, Strasbourg, la région strasbourgeoise va pouvoir bénéficier de cette 4e voie qui va lui permettre d'impulser une augmentation de desserte assez impressionnante autour de Strasbourg. Ici à Mulhouse, c'est vrai que d'ici 2030, on devrait avoir cette réflexion d'ici à 2030 pour justement proposer, au niveau de toutes les lignes qui existent autour de Mulhouse, des fréquences accrues, notamment en soirée, que effectivement aussi on ait des gares qui soient davantage desservies, mieux desservies. Et j'ai envie de dire, l'enjeu, il est aujourd'hui dans l'investissement ferroviaire. Aujourd'hui, on a une étoile de Mulhouse qui est en grands travaux, qui va permettre de libérer des sillons et qui va permettre aussi d'augmenter certaines fréquences prochainement. Donc voilà, affaire à suivre, mais le combat doit continuer. La pression que les associatifs doivent exercer, elle doit rester totale, parce que malheureusement, les élus du territoire sont encore trop peu convaincus. Et on a l'impression qu'ils se forcent un peu de devoir répondre aux doléances qui sont exprimées en matière de transport. Mais ils sont encore trop peu convaincus qu'effectivement, c'est la voie à suivre pour changer les habitudes et pour provoquer ce que j'appelle un Big Bang des mobilités à l'échelle du Sud-Alsace. Merci Loïc, merci Nathalie, merci à Marc. Ah, je suis désolée, mais on a un peu empiété sur la table ronde suivante. Non, c'était juste pour les compétences en matière de transport. En fait, chaque élu dit c'est pas ma compétence parce que le train c'est le LGV c'est l'État, les RER c'est le Grand Est, les urbains c'est l'agglomération et puis la commune dit oh ben en fait c'est pas moi. Donc il se renvoie tout. Sur ces mots positifs, nous allons. Alors merci beaucoup au cadre et à l'OTSA d'avoir répondu à notre invitation. Et je laisse la place à la 3e table ronde sur l'alimentation.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs associations qu'on a essayé de solliciter pour ce soir et malheureusement, il y a maintenant 3 heures, c'était il y a 2 heures au début du truc, la personne qui devait venir n'a pas pu. Mais je vais quand même rapidement faire la promotion de ces associations qui sont très actives et très importantes sur le territoire. Donc vous avez bien sûr Bio en Grand Est, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est maintenant la version Grand Est de l'OPABA, l'Organisation des paysans et agriculteurs bio d'Alsace, qui sont assez impliqués sur le territoire, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan territorial d'alimentation qui a été présenté il y a 2 semaines, je crois, à l'Écomusée. Donc voilà, avec une envie forte de créer, de créer notre propre alimentation, de lever aussi les réticences des agriculteurs à faire de la bio, puisqu'il y a aussi des freins psychologiques dans le monde agricole. Malheureusement, cette personne ne peut pas venir. Il y a aussi donc l'association Renamap, que beaucoup connaissent ici, c'est récupérer des paniers de légumes. Mais pour ça, on a encore Michael qui va pouvoir nous en parler. Et la dernière association, c'était les Amis de la Confédération Paysanne. Donc vous savez sans doute, il y a 3 grands syndicats agricoles en France. Donc la FNSEA, exploitant agricole. Bon, d'accord. Après, voilà, c'est aussi des systèmes de syndicats où les gens qui sont dedans ne sont pas forcément horribles. Je pense qu'il y en a même beaucoup dedans qui ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas très bien défendus, notamment je pense aux éleveurs laitiers. Il y a aussi, je crois, la coordination rurale. Mais le deuxième, en tout cas en termes d'importance, c'est la Confédération paysanne qui porte un projet à la fois social et environnemental sur l'agriculture, où les gens ne se considèrent pas comme des exploitants agricoles, mais comme des paysans, ce qui est une grande différence quand on parle d'un métier qui touche à la terre. Donc je vais, avec moi par contre, le plaisir d'avoir Michael Horn, que vous connaissez déjà toutes et tous. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment d'aller lui demander un autographe. Michael qui travaille donc au Sheds depuis très longtemps et qui va pouvoir nous parler de cette expérience très intéressante que vous connaissez toutes et tous, mais ça va peut-être être l'occasion de découvrir un peu plus. Bah oui, parce que la grande question que nous on se pose au Sheds, et on essaie de se la poser tous les jours, c'est qu'est-ce qu'on mange, quoi. Voilà, pour ceux qui ont la chance de réserver une place après, vous verrez sur la carte. Mais il y a cette question de comment on s'alimente, surtout dans un territoire ici autour de Mulhouse où on produit quasiment rien. Je crois qu'on est à moins d'1%, c'est 0,8, je ne sais plus le pourcentage de l'alimentation sur le territoire, qui est produit sur le territoire pour être consommé sur le territoire. On ne produit rien. Donc qu'est-ce qu'on mange en fait, quoi ? Est-ce qu'on va aller chercher du maïs dans la Harte ? Non, il est pour l'industrie, majoritairement, un peu pour les bêtes, pas pour nous. Bon, il faut monter dans les hauteurs, on va avoir un peu de vin. Bon, ça c'est sympa pour accompagner le repas, mais on n'a toujours rien dans l'assiette. Et donc au Sheds, on essaie de se poser cette question, comment on va remplir nos assiettes ? Alors on est parti avec cette grande utopie de dire on va monter plein d'activités autour de l'alimentation, le restaurant, l'épicerie qui est juste à côté, le marché paysan qui prend la place dans la salle. C'est pour ça que toutes vos tables sont sur roulettes, ça sert à moduler le lieu rapidement, notamment pour le marché. Donc on va créer plein de partenariats, tisser des liens avec les producteurs, montrer que c'est possible de défendre le bio, le local et de saison. On a vraiment vocation, nous, à se battre pour ces 3 critères. Ça a été compliqué. Pendant longtemps, à l'agglomération, c'était le local, le local, le local. Enfin, oui, mais voilà, il y a de l'ammonitrate qui est produite localement à Chalampé. C'est du produit local, mais bon, voilà. Est-ce qu'il faut aller les aider, il faut soutenir ça ? Peut-être pas. Donc, on essaie de se battre, de dire, voilà, c'est bio, local et de saison. Et si on réunit ces 3 critères, là, on a une alimentation qui est cohérente, qui a du sens. Donc, voilà. Alors, de ce point de vue-là, j'ai l'impression... C'est peut-être le seul truc où je me réjouis un peu, c'est qu'on a peut-être gagné un peu tout doucement cette bataille culturelle. Sur beaucoup de sujets écologiques, j'ai l'impression que les élus ne peuvent plus faire l'impasse et dire bon, on n'en parle pas ou on met ça sous le tapis. Voilà. On a quand même, mine de rien, avec toutes ces années de militantisme, j'ai l'impression, gagné une bataille culturelle. Alors la bataille culturelle, on l'a gagnée, maintenant il y a des mots. Il n'y a pas encore les actes. Ça, c'est ça qui fait un peu que nous, on désespère peut-être un peu au niveau des Sheds, c'est que voilà, ça fait presque 12 ans que l'association existe. Ça fait depuis 2014, donc bientôt 8 ans qu'on est implanté ici, qu'on est ouvert. J'ai l'impression qu'on est toujours un peu le petit village gaulois. Voilà. Bon, il n'y a pas de camp romain retranché autour, mais voilà, si bientôt on aura le nouveau siège de la M2A. Voilà. Le camp de, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais en grès.
Donc voilà, on a l'impression quand même que voilà, on a voulu montrer l'exemple, montrer que c'était possible de faire des choses, tisser des liens, mais il n'y a pas eu de changement d'échelle en fait en 10 ans. En 10 ans, on n'a pas l'impression que c'est beaucoup progressé, on n'a pas l'impression non plus de toucher beaucoup de nouvelles personnes. Après, c'est peut-être le projet, on pourra en débattre aussi après, voilà, mais comment on va vers d'autres publics que les gens déjà convaincus, que les gens qui ont les moyens aussi de payer le surcoût. Voilà, nous, on a tout un tas d'actions, on essaie de garder les plats accessibles, le plat du jour est à 10 €, mais pour certains, 10 €, c'est déjà de trop. Donc voilà, nous, on essaie de se poser plein de questions de comment on va rendre cette alimentation accessible et comment on va pousser quelque part une transformation du territoire. Alors est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas? Nous, on a envie de militer pour qu'il y ait une ceinture maraîchère qui s'installe autour de Mulhouse, qu'on arrête de dépendre du Sungo et de la zone colmarienne. Voilà, parce que nous, on a senti assez fort au moment des confinements, voilà, quand il fallait chercher de la farine et du papier toilette, voilà, on avait une file d'attente jusqu'à l'entrée devant. On a réussi à tenir, mais on avait un pauvre producteur à Innsbruck qui faisait ça toute la journée, qui en sachait des paquets de farine, quoi. Il était tout seul. Et donc on a senti les tensions. On a senti les tensions sur le transport aussi. On le sent encore aujourd'hui, il y a des difficultés pour s'approvisionner dans certains types de produits. Voilà, il y a du riz qui ne vient plus, par exemple. Voilà, est-ce qu'il faut continuer à manger du riz ou est-ce qu'il faut essayer d'en planter ici? Bon, on n'est pas la Camargue, hein. Et les zones humides, on préfère construire des prisons dessus que de les garder. Donc bon, on se pose plein de questions là et on sent un peu nous. Voilà. Ici, on essaie de monter quelque chose qu'on veut idéal et parfait. Voilà, on sent que voilà, donner l'exemple ne suffit pas. Et donc là, on est en pleine interrogation aujourd'hui sur comment on va plus loin. Comment on a passé une étape, l'exemple est là, mais comment on va plus loin? Et vous pourrez voir notamment après en sortant, on a 12 idées de développement qui sont exposées à l'entrée. Vous pouvez voter avec des gommettes si ça vous intéresse. Parce que là, on a fait le choix du coup de recentrer le restaurant. Le restaurant est plus petit qu'avant. Avant, on faisait jusqu'à 80, 100 couverts par service. On a des difficultés de recrutement comme tous les restaurants. Et on s'est dit que finalement, on va revenir à une échelle plus petite, réduire la taille du restaurant pour qu'on arrête de dire que l'échelle, c'est qu'un restaurant. Et du coup, ça va ouvrir de la place à de nouvelles activités. Et donc, parmi ces 12 projets de développement, il y a des idées comme faire notre propre maraîchage. Donc, si personne n'y va, personne ne le fait, allons-y, peut-être. Hein, trouvons des terrains. Et voilà, transformons-les pour faire de l'agriculture. Il y a plein de projets qu'on a envie de mettre comme ça, en disant, voilà, le restaurant est plus petit, on ouvre de la place à d'autres projets, peut-être pour reprendre un rôle un peu plus militant, et voilà, reprendre notre place un peu de défricheur, d'éclaireur, parce que sinon, je pense qu'on va se lasser et, voilà, et se dire, mais en fait, on a loupé, quoi. On a juste construit un îlot de résistance, mais voilà, qui ne touche que les convaincus, quoi. Donc ça, c'est le projet pour les prochaines semaines. On va continuer, donc suivez un peu notre actualité, parce qu'on va aussi vous questionner, vous interroger. Donc, notamment, ça, c'est un exercice pour prendre la température. Donc si vous avez des idées, nous, on est preneurs, parce qu'on a envie vraiment de reconnecter les sheds aux enjeux d'aujourd'hui, voilà, pour les prochaines années. Merci, Mickaël. Alors moi, je voudrais quand même revenir sur un petit point qui a été soulevé tout à l'heure quand on parlait. Alors là, c'est juste un petit peu quelques chiffres. Comme Colline, je me suis dit que ça ferait bien de faire genre. Mais bon, vous voyez, 2018, ça commence déjà à dater. En effet, l'augmentation de la bio en Alsace, en tout cas, est vraiment très intéressante. Je crois que c'est 1/3 des vignerons qui sont en bio sur notre territoire. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, hein, surtout qu'on sait que la vigne, c'est quand même assez polluant. Après, ce n'est pas 1/3 des surfaces, hein, 1/3 des vignerons. Non, il y avait d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait de l'énergie et de la sobriété. Sur l'alimentation aussi, il y a cette question qui se pose du gaspillage alimentaire. Je crois que c'est la moitié de la nourriture produite dans le monde est jetée. Donc voilà, ça pose aussi pas mal de questions. Mais ici, je crois que c'est à Kingersheim ou Wittenheim, il y a une entreprise qui s'est créée, Terra Alter. Terra Terrestre, qui sont à Wittenheim, qui dépendent du relais, oui, tout à fait. Bon, on les connaît un peu, on ne s'approvisionne pas trop chez eux parce que c'est un peu compliqué. Ils ont eu cette idée en fait, d'aller récupérer ce qu'on appelle la 4e gamme, c'est-à-dire des légumes moches, déformés, ou des choses qui ne sont pas ramassées mécaniquement en premier dans les champs, donc des légumes qui normalement finissent à la poubelle ou restent dans les champs, ils sont plutôt mangés par la faune. Donc ils ont l'idée de récupérer tout ça et de créer en fait, un atelier de transformation pour les laver, découper, conditionner dans des formats déjà prêts. Donc c'est très intéressant pour les collectivités et les cantines scolaires d'avoir des carottes déjà râpées, des patates déjà coupées en dés ou en frites. Donc d'avoir tout ce genre de légumes déjà préparés. Et ils font aussi maintenant des petites barquettes avec des mélanges prêts à poêler ou des choses comme ça qui sont aussi vendus en grande distribution. Ils ont fait ce choix-là d'aller dans la grande distribution et aussi dans les magasins bio. Donc nous, on n'en a pas tout le temps, on en a de temps en temps. Et il y a aussi une grande vocation d'insertion dans ce projet, puisque c'est le relais qui porte ça, qui à la base s'occupe du tri des vêtements
et en insertion. Et donc là, ils sont allés sur le même volet en disant on met des salariés en insertion sur ce volet alimentaire. Voilà. Rapidement. Oui, voilà. Et quand on parle d'alimentation, alors là, donc vous le savez, moi je suis chez Europe Écologie Les Verts, et ça a été aussi un des axes de notre campagne pendant les départementales pour les collèges, pour la cantine scolaire. Vous le savez peut-être, il y a un collectif qui s'était monté à Strasbourg, le collectif Cantine sans plastique, puisqu'en fait des parents d'élèves d'un quartier un peu bobo, il faut le dire, c'est souvent comme ça que ça commence, se sont rendus compte qu'à la cantine, leurs enfants, ils mangeaient en fait des barquettes en plastique qui étaient mises au four. Et on sait que le plastique, c'est pas bon, mais le plastique, quand il est chauffé, c'est là qu'il libère en plus les phtalates ou d'autres choses, quoi. Donc pas très bon. Et ils ont visiblement pratiquement obtenu gain de cause. Malheureusement, c'est des choses qui existent encore dans d'autres cantines. Donc je vous invite à être vigilant sur le sujet. Et je vais revenir quand même sur encore 2 petits points. Et là, je prends juste ma casquette de conseillère régionale. Donc, pour moi, c'est assez nouveau. Mais ça me donne l'occasion de découvrir pas mal de sujets qui transitent par la région. Moi, je siège dans la commission environnement et commission relations internationales transfrontalières et Europe. Mais ça vous voyez bien que c'est un petit peu plus éloigné de l'écologie, même si, bien sûr, tout est lié. Et on s'est rendu compte, par exemple, il y a peu de temps, en commission agriculture, que la région Grand Est avait décidé de subventionner la labellisation haute valeur environnementale pour, je crois, 300 viticulteurs de Champagne pour les aider à avoir une labellisation, sachant que l'aide à la labellisation à la bio, par contre, a été supprimée en 2016. Donc voilà, je vous appelle aussi tous et toutes à être assez vigilants parce que nous-mêmes, nous avons reçu à la maison un de mes cousins qui nous a ramené une bouteille. Et je pense qu'il s'est dit, bon, bio, c'est quand même vachement cher, mais HVE, haute valeur environnementale, c'est bien aussi. Et en fait, non, c'est vraiment des grosses conneries. En fait, il y a 3 échelons dessus. Il n'y a aucune vraie obligation sur l'échelon 1. L'échelon 3 est un peu contraignant, mais il n'y a aucun moment où on interdit complètement les pesticides ou les intrants. Donc voilà, juste pour vous dire, c'est un petit peu l'offensive de la grande distribution pour dire on fait des trucs bien, on vend un petit peu plus cher que le classique, beaucoup moins cher que le bio, et comme ça, le consommateur moyen, il est content, il a quand même bonne conscience. Donc voilà, il faut faire attention parce que à chaque fois, avec l'alimentation, on nous manipule, on nous met des nouveaux trucs qui veulent rien dire. Voilà, j'appelle à la vigilance dessus. Et aussi, sur tout ce qui est agriculture, il y a aussi le problème de la digitalisation. Vous le savez aussi, dans les 10 prochaines années, il y a 50% des agriculteurs qui vont arriver à l'âge de la retraite, qui vont partir à la retraite, et donc voilà, ça fait la moitié quand même, qu'il va falloir remplacer, il va falloir prendre ça en compte. Et du coup, il y a 2 alternatives. Soit on essaye d'augmenter le nombre de paysans, agriculteurs, soit on augmente la taille des surfaces agricoles. Donc ça, c'est aussi un enjeu. Est-ce qu'on a envie de campagnes vivantes où il y a des gens qui travaillent, qui sont rémunérés dignement, ou bien est-ce qu'on a envie de méga-fermes qui sont aussi très très liés au développement du numérique, puisque c'est là qu'on va déployer des drones, qu'on va créer des applications pour ci et ça. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, pour moi, les grands enjeux sont là. Vous le savez aussi, il y a la réforme de la politique agricole commune en ce moment. J'en parlerai à la fin, puisqu'il y a une action la semaine prochaine, le 23 novembre. Mais on est aussi à un moment charnière. Donc on parlait tout à l'heure pour l'énergie, de scénario négawatt, c'est l'un des scénarios RTE qui serait le renouveau du nucléaire, ou bien on fait 100% ENR. C'est pareil pour l'agriculture. Là, sur les 10 prochaines années, il y a vraiment quelque chose de fort à faire. Et si on ne s'en saisit pas, on sait qui va s'en saisir. C'est un lobby qui est déjà très, très puissant en France. Nous, on le voit bien. Le frère, le président de la FDSEA, c'est le frère de la députée européenne qui est aussi vice-présidente de la commission agriculture. Donc vous voyez, c'est un petit peu des choses où tous sont liés. Ne rigole pas comme ça, parce que le vice-président de la commission environnement, c'est le président des chasseurs. Donc on a le droit de faire... Ils sont en famille, c'est bien. À la région. Voilà, donc c'est bien, parce que nous, ça nous permet vraiment de comprendre comment fonctionne le système. Voilà, désolée, je faisais une petite aparté, parce que je pense que c'est important aussi que vous soyez au courant de ce qui se passe dans les instances. Personne n'a envie de se taper la commission permanente qui dure 3 heures le vendredi matin. Par contre, que vous ayez quand même un retour de vos élus, je pense que c'est important et on essaiera de mettre ça en place. Mais je reviens sur
la question qui nous intéresse, qui est donc l'alimentation et l'agriculture. Et vous avez aussi vu que l'agriculture, c'est le deuxième producteur de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on en parle ce soir. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions sur le sujet. Ah, eh ben... Merci. Je parle dans le micro, c'est mieux. Tu parlais de 1% de production consommée. Le PAT, là, le Programme alimentaire territorial, c'est quoi? C'est comment? C'est quoi les objectifs? Vous savez quelque chose? Alors, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui était. Nous, on ne sait pas, on n'a pas été invité. On ne doit pas être un projet structurant du territoire, excusez-nous. Ah, j'avais compris que... Alors... Voilà. Non, mais nous, ils nous boudent un peu, je ne sais pas. Bon, on les boude respectivement après, mais à l'agglomération, mais voilà. On a suivi de loin. Mais... Alors, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui était. C'est lié au programme d'investissement d'avenir, oui. Voilà. Alors, je donne à Philippe Wolf, que je présente rapidement, qui est aussi un élu d'AM2A chez les écolos. Oui, alors effectivement, il y a un projet territorial sur l'agriculture. Et pour l'instant, c'est un travail de recensement. L'AGLO souhaite aussi progresser et tendre vers l'autonomie alimentaire. Et c'est un recensement qui est fait dans un premier temps. C'est un travail qui est fait avec Terre de Liens, qui est partie prenante aussi. Et l'idée, c'est déjà d'avoir un inventaire pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines années. Tu en parlais tout à l'heure avec le départ de beaucoup d'agriculteurs. Donc l'idée, c'est aussi être prêt, parce que c'est pas facile de récupérer des terrains agricoles. Les terrains agricoles, il y a les exploitants actuels qui ont souvent des baux, alors des baux écrits dans le meilleur des cas, des baux oraux, et c'est hyper compliqué je suis aussi élu dans une commune, on essaye de récupérer des terrains pour avoir aussi une maîtrise foncière et puis pour pouvoir avoir des projets. Et souvent, quand des jeunes agriculteurs viennent nous voir et veulent s'installer, on n'arrive pas à leur trouver de la place, quoi, hein. Donc là, au niveau de l'agglo, l'idée, c'est d'avoir déjà cet inventaire pour pouvoir déjà voir où est-ce qu'il faut aller, hein. Après, pour aller sur de l'autonomie sur un territoire comme M2A, même si on part de très très loin, de toute façon, M2A ne suffira pas, le territoire de M2A ne suffira pas pour nourrir toute la population de l'agglomération, mais n'empêche que on peut faire de la proximité en allant tout juste un petit peu plus loin, puisque là en Alsace, qu'on aille vers le Sundgau ou qu'on aille dans la plaine, on a quand même beaucoup de surface qui permettrait de faire. Alors voilà ce que je peux vous en dire. Alors oui, il n'y a pas encore eu beaucoup de communication, mais je pense qu'il va y avoir des forums où les sujets vont être traités. Et bien sûr, il faut aussi partager avec les associations. Je prends le point, je le ferai remonter. Il faut aussi aller voir en Allemagne. Voilà, nous, on cherche de plus en plus, nous, au niveau des sheds, de l'autre côté de la frontière, puisque c'est du local pour nous aussi. Voilà. Nous, on travaille en cercle kilométrique, on ne s'arrête pas aux frontières, on va du côté des Vosges, on va en Allemagne. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui se font là-bas, quoi. Ah oui, merci de me donner le micro. Par rapport au méthane, qui est un gaz à effet de serre assez important, je crois que c'est 24 fois... combien 80 fois même. Voilà, 80 fois plus impactant d'un point de vue réchauffement climatique que le gaz carbonique, avec une espérance de vie dans l'atmosphère certes plus courte, mais très impactant, et aussi extrêmement émis par l'activité agricole et l'élevage bovin notamment. Moi, ce que je me pose la question, c'est peut-être un des intervenants à la réponse. Comment on fait, puisque justement ça vient d'être remis sur la table. Il faudrait là, très rapidement, avant 2030, réduire drastiquement nos émissions de méthane, parce que ça nous permettrait d'être plus dans la direction des plus 1,5 degrés de réchauffement climatique à l'issue du siècle. Voilà, comment on fait? Merci.
Alors, je crois que la question qui est derrière, Marc, c'est surtout sur l'élevage intensif, à mon avis. Oui, parce que méthane égale généralement, c'est beaucoup les ruminants qui produisent beaucoup de méthane, oui. Donc nous, on a une solution, c'est vous prenez pas le plat à la viande, vous prenez le burger végétarien. Voilà, vous mangez 2 fois moins de viande. Déjà, si tout le monde, au lieu de manger de la viande 2 fois par jour, je ne sais pas si c'est la moyenne en France, mais si au lieu de manger 14 fois de la viande par semaine, vous en mangez que 7 fois ou 5 fois, et ben on va déjà faire un gros impact, puisque forcément, on va réduire les élevages. Nous, notre solution, c'est ça, on défend, et c'est pour ça qu'au restaurant, on a une carte qui est moitié viande, moitié végétarienne, pour qu'on ait des vraies propositions et qu'on incite vraiment les gens à tester ça et à passer à manger végétarien, et que la viande devienne un peu comme c'était du temps de nos grands-parents, quoi. C'était la viande, c'est en famille quand on se retrouve le dimanche, et puis on mange un peu les restes la semaine, mais on n'achète pas de la viande pour tous les repas. Oui, surtout, si je peux rajouter, c'est que, comme tu le dis, il y a énormément de personnes sur Terre qui ne mangent pas de viande. Il y a beaucoup de viande qui est gâchée. Et je pense que derrière tout ça, il y a quand même cette idée de comment est-ce qu'on occupe les surfaces agricoles utiles, les SAU. Est-ce que, moi, je note que nous, ici, on pense tous à l'agriculture, la terre nourricière. Mais l'agriculture sert aussi à nous habiller, elle sert aussi à construire, si on fait du chaud-chanvre, si on a besoin de faire du bois terre-paille, etc. Elle sert aussi à créer de l'énergie aujourd'hui, et on a du coup un petit peu un conflit d'usage sur toutes ces productions. Est-ce que, si on fait revenir un peu d'élevage extensif, si on décide de manger, comme tu dis, moins de viande, mais ça nous ferait produire aussi moins de maïs, normalement, puisque le maïs va beaucoup vers les élevages bovins. Il va aussi beaucoup vers la chimie, pour créer des objets pour lesquels on ne veut plus dépendre du pétrole, et c'est bien. Mais du coup, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on veut faire. Quand tu disais tout à l'heure, Philippe, on n'a pas la place sur le territoire pour être autonome de manière alimentaire, je pense que là-dessus, il faudra vraiment se poser la question. Et de l'élevage extensif, avec de la viande de temps en temps, et forcément de la viande plus chère, je suis désolée. C'est vrai que c'est pas forcément le grand luxe, mais ça doit quand même rester un luxe, parce que on sait que derrière ça pollue énormément. C'est comme le fait de prendre l'avion, en fait, ça pollue énormément, donc ça peut être une fois tous les 5-6 ans, on se dit on va faire un grand voyage. Bon, là c'est peut-être pas la viande une fois tous les 5-6 ans, mais vous avez compris peut-être. C'est le droit de manger votre steak dans l'avion. Alors, c'est ça. Le summum du luxe. Oui. Merci. Ma question, en fait, elle va passer un peu du micro au macroéconomique. C'est comment rendre l'alimentation locale viable si on ne sort pas du système néolibéral qui permet la concurrence déloyale des importations en Europe même. Comment empêcher, par exemple, les tomates espagnoles ou marocaines de concurrencer les tomates françaises si on ne met pas fin au traité de libre-échange ? Et là, je m'adresse justement à la représentante d'Europe Écologie Les Verts, parce que je ne vois pas vraiment dans votre programme où est la sortie du néolibéralisme et du capitalisme. Et ce n'est pas pour faire de l'attaque ad hominem, mais justement, je m'interroge parce que M. Jadot, justement, disait, je le cite, qu'il se foutait de la décroissance et qu'il était pour un capitalisme européen. Je ne veux vraiment pas faire de l'attaque ad hominem, mais je me pose sérieusement la question de comment on fait du local si on a la concurrence déloyale des pays juste autour qui nous emmènent leurs produits 3 fois moins chers. Comment un agriculteur il survit ? Les gens, à la fin du mois, avec leur paye de merde dans le système capitaliste, ils ont le choix entre une tomate marocaine qui est 2 fois moins chère qu'une tomate française, ils prennent la tomate marocaine. Du coup, si on ne remet pas en question les traités de libre-échange à l'intérieur même de l'Europe qui sont complètement écocides, comment on fait ? Et moi, en lisant un petit peu justement le programme de LV à ce sujet, j'avais l'impression que vous vouliez une Europe écologique, mais il faudrait que tout le monde se mette d'accord. Le problème, c'est que si les pays à côté, ils s'en foutent, ils veulent continuer de pouvoir vendre, parce que le libre-échange, c'est le libre-échange qui fait la loi en Europe. Nous, tout seuls, si on ne remet pas en question les traités, on continue à se prendre des tomates d'Espagne, quoi. Donc comment on fait ? C'est quoi la solution d'Europe Écologie Les Verts, justement ? Et voilà, c'est sans aucune méchanceté, mais sérieusement, quand j'entends M. Jadot, je ne comprends pas comment il peut sortir de ça.
Alors, voilà, merci. juste pour dire, je vais essayer de conclure rapidement, puis après on conclura sur la soirée. Merci déjà, parce que oui, Yannick Jadot est notre candidat pour les élections présidentielles. Il y a des tracts sur la table si ça vous intéresse. Juste pour dire, Yannick Jadot, il est sur ce sujet-là, en tout cas, il est assez clair. Il est député européen quand même depuis 2009. Et son combat a toujours été contre les traités de libre-échange. Le TAFTA, le CETA, le ACTA, encore avant. Donc ça a toujours été pour lui quelque chose qui est insupportable et qui est pour les écologistes en général insupportable. Comme tu disais, alors, pour les tomates marocaines, justement, on s'est opposé à ces accords de libre-échange qui permettent en fait de faire remonter des tomates du Maroc, comme tu dis, coûtent moins cher. Mais comme tu le soulignes aussi, à l'intérieur de l'Europe, on a nos propres problèmes avec la fameuse tomate espagnole qui remonte jusqu'à la Norvège, jusqu'à la Suède, et qui fait que, surtout chez nous en Alsace, tout est lié, hein, c'est le flux des camions, c'est la création du GCO. Et ça, nous, on s'y oppose de manière très simple. C'est quand on défend une autre PAC. C'est quand on dit que la politique agricole commune, elle ne doit pas aller vers des méga exploitations qui font du bio, qui n'a plus de bio, le sens social qui avait quand même très fortement derrière, même s'il est encore derrière. Hein, donc c'est pas pour dire n'achetez pas de bio. Hein. Mais en tout cas, bio et local, c'est comme il disait tout à l'heure, c'est vraiment ce que nous, on défend. Donc je comprends qu'il y a une image qui est véhiculée de Yannick Jadot, comme quoi ce serait un gros néolibéral, mais en fait, c'est pas vrai. Je pense que ce qui est intéressant pour lui, ce qui est intéressant pour les Verts, puisque c'est notre candidat, c'est vraiment la justice, la juste rétribution des agriculteurs où qu'ils travaillent, la proximité, d'éviter au maximum, et ça c'est aussi tout ce qui est le volet des taxes sur les transports, le transit international, pour éviter que les transports ils passent par chez nous, parce que bon, il y a les tomates qui viennent ici, mais il y a des tomates qui vont beaucoup plus loin. Donc tout ça, je pense que c'est un volet vraiment global de se dire, on refuse cette alimentation qui fait bouger les matières premières. Excusez-moi, hein, parce que ce qui est fou, c'est que si on va beaucoup plus loin philosophiquement, c'est peut-être pas l'endroit, mais finalement, quand on fait traverser des bananes qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique jusque chez nous, les déchets qui vont être créés, qui vont être générés, c'est pas très grave, hein, ça se recycle, etc. Mais ils vont arriver chez nous. Et c'est des amendements qu'il y a en moins là-bas. Enfin, ça, c'est aussi des questions qu'on se pose très peu dans la question agricole. Mais pour nous, c'est pour ça que c'est important, produire local, consommer local. Voilà, désolée. Ah, mais de toute façon, faut bien commencer quelque part. Après, l'idée, c'est bien de commencer quelque part. On est candidat au Conseil on est candidat au Parlement européen. On n'a pas la majorité. Mais qui peut dire quand il fait une élection qu'il va tout de suite avoir la majorité? L'important, c'est les idées qu'on porte et les avancées qu'on peut y faire. Tu vois, nous, on a des sénateurs, alors que le Sénat, c'est quand même pas la panacée pour nous. Mais on a des sénateurs, ils y sont parce que, voilà, moi, au Conseil régional, faut voir les gens qu'il y a en face. Mais j'y vais parce que je me dis, c'est un endroit où, même si on ne peut pas faire avancer nos idées, parce qu'ils sont quand même bien obtus, au moins on a les informations qui redescendent. Donc moi je pense que là-dessus, il a raison de se battre et de dessiner aussi un projet pour notre société, même si on ne peut pas tout de suite le mettre en place. Est-ce que vous envisagez de taxer du coup les importations Oui. Alors, je vais fermer rapidement. En tout cas, qu'il y ait des taxes sur les conditions sociales et les conditions environnementales de création des produits. Notamment, par exemple, par rapport à la Chine, par rapport à la Malaisie, etc. Mais je suis désolée, ça, c'est des trucs que j'adore, mais on en parlera après, Jason. Et je propose de conclure parce que les premières personnes qui doivent manger vont arriver. Est-ce que tu... Non, vas-y, t'as le micro, vas-y. Alors, je vais aller très rapidement. Il y a énormément de sujets qui nous ont intéressés ce soir. Je dirais que ce n'est qu'un aspect très petit. Là, on parle de la COP26, pour faire un peu la boucle. La COP26 qui s'intéresse au climat, mais il faut savoir qu'il y a 4 crises écologique majeures qui nous attendent. Donc le climat, tout le monde en parle. La deuxième, on en parle aussi beaucoup, c'est la perte de biodiversité, avec la 6e extinction des espèces. Nous avons aussi l'épuisement des ressources. Vous le savez, aujourd'hui, on en parle beaucoup, les composants électroniques qui n'arrivent plus en Europe, donc on ne peut plus faire de voitures, on ne peut plus faire ci et ça. Mais ça, c'est aussi parce que, à force d'exploiter la Terre, puis en plus, on ne peut pas recycler beaucoup de choses, et on se retrouve avec un épuisement des ressources qui est calamiteux. C'est aussi l'épuisement de la forêt, c'est aussi l'épuisement du bois.
Et enfin, la dernière crise qui est aussi majeure, c'est la crise qui est liée à la pollution. La pollution qui a un impact direct sur notre santé. Donc tout ça, c'est pour vous dire que le climat, c'est le centre en ce moment. Elle le disait tout à l'heure, Colline, ça doit être notre priorité. Mais il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose de global et que si on continue à polluer comme des fous, on arrive avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, avec une société qui est malade en avance et que dès qu'il y a une pandémie qui arrive, on est incapable d'y résister. Une pandémie qui arrive aussi à cause de nos modes de vie. Donc la boucle est un peu bouclée. Alors je finirai en disant adhérer, militer, voter. En tout cas, on a toutes et tous quelque chose à faire pour que le monde bouge dans le bon sens. Il n'est jamais trop tard, mais il est quand même temps d'agir. Bravo. Bah merci à vous, on est venu au chef. C'est vrai c'était un peu speed au niveau des thématiques, mais il fallait qu'on respecte le temps et je pense que ça va nous donner envie peut-être de refaire ou de parler d'autres sujets. On a effleuré la question du numérique qui, elle, est transcendante à tous les sujets puisque c'est l'impression que c'est la solution à tout. Donc on pourra peut-être faire une soirée autour du numérique si ça vous intéresse. En tout cas, moi je suis très envie de refaire des soirées comme ça, peut-être prendre qu'un seul thème pour avoir le temps de le développer, de le mettre en place. Là, c'était l'occasion de profiter de la fin de la COP26 pour faire un focus sur les 3 principaux émetteurs, mais il y a peut-être moyen d'approfondir les sujets. Donc en tout cas, on va continuer à échanger. Si vous avez des idées, des retours à nous faire aussi sur ce type de format, n'hésitez pas, on est preneurs. Parce que l'idée, il faut, comme je le dis beaucoup, il faut qu'on sorte du cercle des convaincus, il faut qu'on aille toucher plus largement, parce que sinon, le changement qu'on appelle de nos voeux n'aura pas lieu. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Merci.